Donc, votre attention à tous, c'est maintenant l'heure de la présentation de Pierre-Olivier Ouellette de la Bibite Mobile, de vous présenter les spécimens vivants. Donc, vous pouvez venir dans les gradins. La présentation commence à l'instant. Merci. Bonjour tout le monde, bien content de vous rencontrer. Donc, je vais parler bien évidemment d'insectes comestibles, mais bon, mon parcours est un petit peu différent dans le sens que bon, j'ai pas une ferme d'insectes comestibles. J'élève des insectes depuis plusieurs années, mais c'est surtout pour faire de l'éducation. Donc, c'est comme un peu un insectarium que j'ai. Donc, la bébite mobile, on se déplace dans les écoles, donc on change d'établissement tous les jours. Et évidemment, c'est plaisant d'avoir des insectes qui sont vivants pour présenter aux enfants, aux adolescents. Donc, on élève de tous les arthropodes, autant des insectes que des arachnides, des crustacés et des mille-pattes. Donc, par contre, depuis environ 2 ans, avec la pandémie, on s'est mis à élever des coléoptères exotiques. Donc, au début, c'était surtout pour faire de l'éducation, mais de plus en plus, bon, on prend conscience que c'est des insectes, ben, évidemment, qui sont comestibles, mais il y a des gens qui commencent à élever donc, des gros coléoptères pour en faire de la nourriture destinée à consommation humaine. Donc ça, ce sont des études là, qui sont réalisées là, en ce moment en Europe, entre autres en Suisse, à l'Université de Zurich. Donc, et puis, bon, je vais revenir un petit peu à cet aspect-là un petit peu plus tard dans la présentation. Pour l'instant, là, je vais faire un petit peu la théorie donc, sur l'élevage de coléoptères. Donc, la vidéo qui joue aussi en ce moment, c'est une vidéo qui dure environ 2 minutes. Donc, où est-ce que je montre là, les différentes étapes là, du développement des scarabées, mais je vais aussi le montrer avec les spécimens là, que j'ai apportés avec moi. Bon, donc d'où ça a commencé l'intérêt pour élever des coléoptères exotiques? C'est que quand j'étais jeune, là, j'aimais énormément le jeu Pokémon. Donc, et puis j'avais su là, que le créateur du jeu, M. Satoshi, là, c'est un entomologiste. Donc, son surnom à l'école à Tokyo, on le surnommait Dr. Bugs. Donc, tu sais, Dr. Bibit. Donc, lui, il élevait des grillons, il élevait des coléoptères, des scarabées, des lucanes. Donc, et pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour faire des combats style combat de coq. Donc, on sait c'est quoi un combat de coq. Il s'est déjà fait même des combats de chiens. C'est des choses qui n'existent plus. Donc, c'est banni, je pense, à la grandeur de la planète. Par contre, les combats d'insectes, ça se fait encore. Donc, c'est une coutume qui est vieille depuis environ 500 ans au Japon. Mais tu sais, ça se fait aussi en Asie du Sud-Est, quelque chose qui se fait dans certaines communautés du Mexique. Donc, tu sais, le fait de capturer des insectes, faire des petits combats d'insectes, c'est quelque chose que les enfants aussi vont faire, même au Québec, un peu instinctivement. On met des insectes dans une arène, donc dans une cage, puis on observe qu'est-ce qui va se passer. Donc, M. Satoshi élevait des insectes, donc c'était aussi un fanatique de jeux vidéo. En 1990, il a inventé un jeu qui s'appelait Pocket Monster, donc monstre de poche. Donc, initialement, ça, c'était le nom du jeu, puis avec le temps, Pocket Monster est devenu Pokémon. Donc, là, au début, c'était juste des insectes, mais après ça, bon, ça a été un grand succès. Nintendo a racheté le jeu. C'est devenu, puis c'est encore le jeu le plus vendu de la plateforme Nintendo. Donc là, ils ont inventé des Pokémon qui ne sont pas des insectes, comme Pikachu et compagnie. Bon, donc là, moi, je voulais élever des insectes exotiques. Par contre, le problème, là, c'est qu'au Canada, ces insectes-là, on ne peut pas les avoir. Même chose aux États-Unis, c'est interdit parce que ce sont des insectes exotiques. Donc, on ne peut pas importer ça au Canada. Ça, c'est des animaux qui pourraient potentiellement s'échapper, donc devenir des espèces envahissantes, ou encore les insectes exotiques, quand on les importe, ils peuvent transporter avec eux des pathogènes. Donc, ce soit des parasites, des nématodes, des acariens, des bactéries, des virus qui pourraient par la suite contaminer la faune et la flore du Canada. Donc, ça, c'est réservé aux professionnels. Donc, à l'époque, quand j'étais adolescent, ben, je ne pouvais pas avoir ces permis-là. Donc, depuis qu'on fait de l'éducation dans les écoles, par contre, on s'est équipé, on a un local, on a eu notre accréditation. Donc là, on a pu commencer à élever des insectes. Par contre, pas de coléoptères. Pourquoi? C'est parce que c'est assez compliqué. Donc, même des établissements comme entre autres l'Insectarium de Montréal, ils vont élever pratiquement pas de coléoptères ou très peu parce que c'est long. Donc, ça peut prendre des fois 2 ans, 3 ans à une larve avant de se métamorphoser. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se produire. Donc, ils vont surtout acheter des adultes. Donc, puis après ça, ben, quand ils vont mourir, ben, ils vont en racheter d'autres. Comme un peu avec les papillons dans les volières, ce n'est pas produit au Canada. Donc, les chenilles sont élevées en pays exotiques. Quand ça devient une chrysalide, ben, après ça, c'est exporté vers le Canada, puis on les fait éclore sur place.
Donc, très peu d'expertise en ce moment au Canada et aux États-Unis sur l'élevage de coléoptères. Donc là, j'ai dû me tourner vers le Japon. Je me suis tourné aussi vers l'Europe parce que là-bas, on a de l'expertise. Donc, il y a des gens qui élèvent ces animaux-là. Donc, la première étape, bon, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut élever. Donc, on peut élever des dynastes. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle des scarabées rhinocéros. On peut aussi élever des cétoines, donc ce qu'on appelle des scarabées fleurs, donc des insectes butineurs. Puis, on peut aussi élever des lucanes. Donc, ça, ce sont les coléoptères qui ont des très, très grandes mandibules. Pourquoi on élève ça? C'est parce que les larves vont se nourrir de bois. Ce sont des insectes qui sont xylophages. Donc, on ne va pas élever des coléoptères souvent qui vont manger, par exemple, des cadavres ou encore des bousiers qui vont se nourrir d'excréments. Donc, pour des raisons évidentes. Donc, on va surtout élever des insectes qui se nourrissent de bois. Puis quand même, ça nous offre une large diversité de spécimens. Les coléoptères, c'est plus de 300 000 espèces. Donc, et au niveau des cétoines, c'est un groupe extrêmement diversifié. Bon, donc première étape, ça prend de la nourriture. Là, qu'est-ce que je brasse ici en ce moment? D'où vous êtes assis, on dirait de la terre. Par contre, ce n'est pas de la terre. Ça ici, c'est du bois, mais du bois qui a été composté. Donc, c'est quand même relativement long à faire. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Puis même à la base, ben, tu n'as pas besoin d'avoir de bois composté. Si tu vas dans la forêt récolter toi-même du bois mort ou du bois qui est dans un fort état de décomposition. L'affaire, c'est que premièrement, ben, ça te prend une terre à bois. Aussi, même si tu vas dans la forêt, il faut que tu les trouves, ces arbres-là. Il faut qu'ils soient juste assez décomposés, pas trop. Donc, après ça, ben, ça te prend des scies mécaniques, des haches, des scies. Il faut que tu mettes ça dans une brouette, il faut que tu aies un 4 roues, tu amènes ça jusqu'à ton véhicule, tu charries ça dans ton véhicule, tu amènes ça chez toi. Donc, ça, c'est extrêmement compliqué. L'autre technique qu'on peut utiliser, donc, c'est d'aller voir des producteurs de champignons qui vont faire des pleurotes. Donc, eux autres, ils prennent parfois des bûches, des morceaux de bois. Donc, ils vont inoculer ça avec un mycélium. Puis là, après 2 ans, souvent, ça va te produire des champignons. Et là, quand ta bûche, elle arrête de produire des champignons, souvent, les gens, ils font juste comme garocher ça dans le bois ou ils vont justement envoyer ça à des endroits pour être composté. Donc, ça, c'est une technique qui est utilisée beaucoup au Japon, beaucoup en Europe. Par contre, au Québec, il y a très peu de gens, voire pratiquement personne, qui va faire des grandes productions de champignons. Donc, les gens, ils vont prendre souvent des copeaux de bois. Et puis ça, c'est pas, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que tu aies vraiment la bûche. Donc là, au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus simple, ça va être d'utiliser un mélange qu'on appelle le flake soil. Donc, c'est du bois composté. Puis ça, c'est au Japon que la technique d'élevage elle a été développée. Ça a été développé en 1986. Donc, beaucoup pour la production de ce qui allait devenir bientôt les futurs Pokémon, donc élever des coléoptères pour faire des petits combats. La technique, il y en existe plusieurs. Donc, celle que j'utilise, on peut prendre des bacs comme ça. Donc, ça, c'est un de 30 litres. On peut en prendre de 60 litres. On remplit ça de brins de scie. Donc, c'est important de prendre du bois dur. Donc, j'utilise du chêne parce que c'est ce qu'on utilise en Europe et au Japon. Donc, des chênes, ça pousse quasiment à grandeur de la planète. Apparemment, ça pourrait fonctionner avec tous les bois durs, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de faire plein d'expériences, puis d'essayer avec l'érable, d'essayer avec le bouleau, d'essayer avec du cerisier ou du pommier. Donc, j'utilise du chêne. Donc, on le mouille, donc on va rajouter son propre poids en eau. Après ça, on peut juste quasiment rien faire d'autre, mais ça va être très, très long avant que ça devienne du compost. Pour accélérer le processus, on peut rajouter de la farine. Ça va donner comme un peu un activateur pour la fermentation. On peut aussi ajouter du sucre et on peut aussi ajouter du son. Donc, le son, ça, c'est qu'est-ce qui va envelopper le grain de blé. Donc, c'est quand même assez difficile à digérer, donc, mais ça va faire une fermentation qui est plus longue. Donc, souvent, on commence par le sucre, après ça, c'est la farine, puis après ça, c'est le son. Donc, et puis là, ça va devenir très, très chaud le mélange. Donc, dans mes bacs, en ce moment, des fois, j'attends 45 degrés. J'en ai même qui sont à 50 degrés. Donc, quand tu mets ta main, là, c'est super chaud. C'est quasiment dur de laisser sa main là. Puis, tu sais, si tu fais un tas de compost à l'extérieur, si tu viens mettre de la pelouse fraîche par-dessus, ça va garder la chaleur. Ça peut monter à 75-80 degrés. Sauf que là, c'est trop chaud. Puis là, on va détruire les nutriments qui sont nécessaires pour faire grossir les larves. Donc, les larves, qu'est-ce qu'elles mangent là-dedans? C'est de la cellulose. La cellulose, là, il y en a plein dans le tronc d'arbre. Donc, c'est juste qu'elle n'est pas accessible. Elle n'est pas digestible pour les larves parce qu'elle est contenue dans ce qu'on appelle de la lignine.
La lignine, c'est une autre molécule, mais qui est indigeste. Donc, pour la majorité des organismes vivants, un champignon peut passer au travers de ça, certaines bactéries. Mais généralement, un animal, il ne peut pas digérer ça ou ça va être très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire en ajoutant du sucre, de la farine et du son? C'est qu'on vient d'ajouter quasiment comme un peu une friandise pour les micro-organismes. Parce que les micro-organismes, ils peuvent digérer de la lignine, mais c'est comme si pour eux, là, c'était comme un morceau de brocoli. Ils sont comme, j'en veux pas de ton brocoli, mais si tu me donnes un steak, à chaque fois que je mange un steak, je vais un peu manger de brocoli. Donc là, le mélange, parfois, là, à chaque 2 semaines, je rajoute du sucre. Parfois, il faut que je rajoute de la farine. Donc, pour maintenir la fermentation. Donc, les micro-organismes, ils sont là-dessus. Et tranquillement, pas vite, ils vont digérer le bois. Puis là, si tu fais ça à haute température avec beaucoup de suppléments, en dedans de 6 à 8 semaines, ton brin de scie devient ça ici. C'est rendu du compost. Donc, ce qu'on appelle le fameux flake soy en anglais. Si tu ne mets pas de supplément, si tu le fais à basse température, ça prend 4 mois. Et à l'extérieur, si tu fais juste mettre du son, puis tu mets ça dans le brin de scie, puis tu ne fais rien d'autre, ça prend 1 an. Par contre, ça a l'avantage de coûter moins cher. Tu ne gaspilles pas du sucre, tu ne gaspilles pas de la farine, puis ça se fait tout seul. Tu laisses ça dehors, il peut mouiller là-dessus, c'est pas grave, tu laisses ça dans une poche. Ça se fait là, très bien, puis ça va donner un compost de bonne qualité. Bon, une fois qu'on a le compost, on a la nourriture, c'est le temps de rajouter des larves là-dedans. Donc ça ici, là, c'est des larves qui viennent de l'Ouganda. Donc moi, j'ai des permis d'importation pour faire venir des insectes exotiques au Canada. Donc, et puis, ça prend un permis différent pour être capable de les détenir. Donc, il faut que tu aies un établissement qui est étanche. Il faut que tu puisses prouver là, que tes insectes ne peuvent pas s'enfuir. Bon, donc là, les larves, souvent, quand on les reçoit, elles sont toutes petites. C'est comme ça qu'on commence un élevage. Donc, et elles vont muer 3 fois. Donc, tous les arthropodes vont muer. Donc, une chenille de papillons, c'est 5 fois. Chez ces coléoptères-là, c'est 3 fois. Donc, et là, la croissance, ben, ça dépend de la température. À 18 degrés, ça prend environ 2 ans à faire un cycle complet. Si tu mets ta chambre à 24 degrés, donc là, les larves vont pouvoir compléter tout le cycle, devenir des adultes à l'intérieur d'1 an. Par contre, souvent, on va avoir des adultes qui sont plus petits. Donc, si pour toi, c'est important la grosseur des adultes, comme les gens au Japon qui font encore des combats d'insectes, il existe des tournois de ça. Tu peux gagner de l'argent en faisant ça. Donc, ben, c'est important d'avoir un gros adulte. Comme ça, il y a une grosse corne, il y a plus de chances de remporter les petits combats d'insectes. Bon, donc ces larves-là, tantôt, vous pourrez venir les toucher. Donc, j'en ai d'autres aussi à notre kiosque en haut. On peut mettre ses doigts même dans les dents. C'est des insectes qui ne mordent pas. Donc, c'est pas dangereux. Puis, c'est complètement inoffensif. Donc, c'est sûr que dans la nature, si la larve elle tombe sur un ver de terre ou si elle trouve une larve qui est plus petite, elle va la manger. C'est quand même des carnivores opportunistes. Donc, s'ils trouvent quelque chose qui ne va pas vite, ils vont le manger. Ça va leur permettre là, de grossir plus vite. Donc, tu sais, quand le compost n'est pas de bonne qualité, tu t'en rends compte tout de suite parce que les larves, ils commencent à se cannibaliser. Ils se mangent entre eux autres. Bon, quand la larve, elle est assez grosse, la prochaine étape, ça va être de devenir une nymphe. Donc, ce qu'on appelle une chrysalide chez le papillon, par exemple. Donc, ça ici, là, c'est une nymphe. Donc, elle est vivante, là, elle bouge. C'est sûr qu'à ce stade-ci, l'insecte, il ne peut pas bouger beaucoup. Là. Un petit peu les bouts des pattes. Donc, l'abdomen, sinon. Donc, et puis, ça, c'est censé être goûté meilleur que les larves. J'en ai pas mangé encore. Là. Par contre, à l'université de Zurich, où est-ce qu'on élève ça, vu que quand que la larve elle devient une nymphe, elle va tout vider son système digestif. Donc là, à ce moment-là, c'est là qu'apparemment l'animal il goûte le meilleur. Puis quand c'est rendu un adulte, ça ne se mange plus là, parce que c'est rendu pratiquement juste là, un exosquelette. Là. Bon, puis là, j'ai montré ça à ma blonde la semaine passée. Elle n'avait pas vu ça encore. Elle a dit hey, ça a l'air d'un fœtus, c'est tellement dégueulasse. Mais je suis sûr que ça se mange, ça doit être bon. Là. On va présenter ça à Jean Soulard. Là. Je ne sais pas, il est où. Là. Donc, moi, j'aimerais ça qu'ils coupent ça en deux, qu'ils mettent un peu de ciboulette et du beurre à l'ail là-dedans. Il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Là. Je vais la laisser ici. Tantôt, vous pourrez venir la voir. Et puis, certaines espèces vont se fabriquer une coque. C'est comme ça qu'on appelle chez les coléoptères, mais tu sais, c'est l'équivalent d'un cocon. C'est quand même assez dur. C'est assez impressionnant. Là. La première fois que j'ai touché à ça, j'étais surpris. Il faut vraiment que tu prennes un couteau pour ouvrir ça. Là. C'est dur, quasiment comme du ciment.
Donc, les coléoptères, ça fait en sorte que dans la nature, ben, s'ils passent une taupe, s'ils passent, je ne sais pas, un phacochère, ils passent un prédateur, c'est caché. Puis les odeurs, ils passent moins au travers. Donc, tu sais, les animaux qui vivent dans la terre, comme les taupes, ils trouvent la nourriture avec leur sens de l'odorat. Donc, ça fait en sorte que ça va être plus difficile à trouver. Les coléoptères vont souvent attendre la saison des pluies pour émerger aussi. Ils peuvent rester là-dedans des fois 2 mois, 3 mois, 4 mois. Là, quand c'est la saison des pluies, parce que ça n'arrive pas tout le temps en même temps, là, ça dépend. Comme par exemple en Afrique, des fois, c'est décalé d'un mois ou deux. Quand ils mouillent, là, ils vont émerger parce que là, tu vas trouver des fleurs, des fruits et de la nourriture. Puis là, l'insecte, il va pouvoir survivre. J'ai un spécimen qui a fait son cocon là, le long d'une paroi la semaine passée. Donc là, je l'ai détaché là, du plastique. Puis là, on voit la métamorphose qui s'est complétée à l'intérieur. Mais là, en ce moment, le coléoptère, il est en dormance. Donc, une fois qu'il s'est métamorphosé, c'est tellement épuisant. Il va rester là-dedans comme des fois 4-5 semaines pour se reposer. Tu sais, il ne bouge pas. C'est comme s'il était mort. Là. Puis là, éventuellement, il va se mettre à bouger comme si de rien n'était, mais ce n'est pas pour tout de suite. Puis ici, j'ai des adultes qui sont pleinement actifs. Donc là, il y en a un qui est en train de manger. Ici, là, je leur donne. On fait des mélanges de ce qu'on appelle de la beetle jelly. Donc, c'est juste un jello aux bananes. Puis on met beaucoup de miel et de cassonade là-dedans. Donc, c'est extrêmement sucré. Ça contient des fruits. On fait tenir ça avec un agent gélifiant de l'agar-agar. Donc, et puis, ça va remplacer les fleurs puis les fruits que normalement ils vont manger dans la nature. Bon, j'ai un adulte ici, il faut que je fasse attention de ne pas le lâcher parce que ça part à voler extrêmement bien. Là. Ça vole comme une coccinelle, puis après ça, tu ne le revois plus. Puis ici, il y a bonne chance pour le retrouver. Donc, les mâles, ils ont une corne au bout du nez. Donc, et puis là-dedans, j'ai 2 mâles, puis ils n'arrêtent pas de se battre. Là. Puis là, si tu mets une femelle, ben, c'est encore pire. Donc, ils vont se battre comme un peu font nos chevreuils, nos orignaux. Donc, pour posséder les meilleurs territoires où est-ce qu'il va y avoir de la nourriture, puis les autres, ils attendent les femelles. Quand les femelles viennent, ils vont aussi se battre pour les femelles. Bon, donc celui-là, il est vert, mais on en fait aussi des bleus, des rouges, de toutes les couleurs. Donc, tu sais, moi, je trouve ça intéressant d'avoir des couleurs, tu sais, qui vont intéresser les enfants. Puis ça, ben, à la base, on élevait ça beaucoup pour un élevage simplement éducatif. Par contre, donc, dernièrement, on a commencé à vouloir élever en plus grande quantité. Donc, je parle avec d'autres entomologistes, d'autres éleveurs. Puis là, en ce moment, je suis tombé sur Daniel Amber, donc, qui est un Suisse. Donc, lui, il a développé une technique pour vraiment produire en grande quantité des larves et des nymphes pour consommation humaine. C'est que lui, le fait d'élever, de faire des fermes d'insectes, mais d'utiliser de la nourriture qu'on pourrait manger directement, lui, il trouve ça un petit peu absurde. C'est intéressant de faire des insectes comestibles, mais seulement si tu peux les nourrir avec quelque chose que nous, on ne peut pas directement manger. Comme faire des criquets, ben, ils peuvent manger de l'herbe, ce que nous, on ne peut pas digérer, donc là, c'est intéressant. Par contre, certains élevages que tu vas utiliser de la farine ou comme utiliser de l'avoine, ben, puis des légumes, ben, aussi bien manger ça directement plutôt que donner ça encore à un animal que ça crée de la perte. Donc, c'est sûr qu'il y a des avantages aux insectes par rapport aux animaux conventionnels. Mais lui, son but, c'était de nourrir, de faire des insectes comestibles, mais avec quelque chose qui ne se mange pas. Donc, tu sais, au Québec, on peut élever des mouches soldats noirs, par exemple, tu sais, sur toutes sortes de résidus. Mais tu sais, parfois, c'est plus pour nourrir des poules, tu sais, nourrir des animaux de ferme. Donc là, lui, sa technique, c'est qu'il s'est dit on pourrait prendre juste du brin de scie, ça ne se mange pas du brin de scie, pour produire ces larves-là, mais en grande quantité. Le problème, c'est de réussir à faire le mélange sans utiliser de farine, sans utiliser de sucre. Donc, sa technique, c'est juste qu'il prend des sacs, mais immenses. Donc, des sacs qui rentrent environ 1000 litres de poussière de brin de scie. Donc, après ça, tu mets de l'eau, tu le mouilles, et il rajoute du son. Donc, le son, comme je disais tantôt, c'est l'enveloppe autour du blé. Puis, tu sais, c'est vraiment difficile à trouver. Moi, j'ai voulu en chercher. Je suis allé au IGA, ils n'en ont pas. Donc, ou en petite quantité dans la section bio. Super C, tu n'as pas ça. Maxi, tu n'as pas ça. Costco, ils n'en ont pas. Sur Internet, c'est difficile à trouver. Donc là, j'ai trouvé une place en vrac qui ont réussi à m'en trouver 60 kilos. Mais c'est quand même un résidu qui n'est pas très valorisé. Donc, mais ça a l'avantage de se digérer lentement. Donc, tu fais juste mettre du son avec ton brin de scie. Tu mets ça dans une poche. Donc, puis après, tu mets ça juste dehors, sa pelouse. Puis là, tu attends 1 an. Puis là, après 1 an, quand tu ouvres la poche, tu n'as comme rien fait. Là. Tu ne mets pas de temps là-dedans, pas de minutes. C'est rendu du compost d'extrêmement haute qualité. Puis là, là-dessus, ils élèvent des larves de scarabée rhinocéros qui demandent très peu d'entretien. Tu mets les larves, donc après quelques mois, c'est rendu ça. Donc en ce moment, ils maintiennent une population d'environ 5000 scarabées.
Là, l'Université de Zurich sont rendus à faire des tests. Bon, c'est quoi le taux de conversion pour les nutriments? Donc, et puis aussi, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on serait mieux d'utiliser le compost pour faire pousser des plantes? Donc, ça, c'est une question aussi qui est quand même pertinente. Mais là, ils évaluent la quantité de protéines animales qu'ils peuvent produire à partir de brindilles. Puis ici, au Canada, on a beaucoup d'industrie de pâte et papier, on a beaucoup de scieries. On est un grand producteur de bois. Du brindilles, c'est pas difficile à trouver au Canada. Donc, est-ce qu'on peut prendre tout le brindilles du Canada, le mélanger avec du son, puis après, ben, faire des animaux, faire des larves, puis après manger ça. Parce qu'après, c'est comestible, mais pour l'humain, fait que c'est quand même intéressant. Donc, je vais terminer la conférence là-dessus. Je voulais garder un 2-3 minutes de questions. Après, il faut que je laisse la place au prochain conférencier. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'élevage de scarabées, de coléoptères? Pas de questions. OK. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Donc, nous, on a un gros kiosque au deuxième étage. On a toutes ces bébites-là vivantes que vous pouvez venir voir de près. Vous pouvez les flatter, les manipuler. Je n'ai pas amené d'insectes comestibles parce qu'il y a déjà beaucoup de kiosques ici qui sont là-dessus, qui sont plus spécialisés et meilleurs que nous. Donc, si vous voulez juste venir voir les belles bestioles exotiques, on est la bébite mobile au deuxième étage. Merci beaucoup tout le monde.